sa plateforme virtuelle à la Maison Russe à Брюсселе. Мы продолжаем наш цикл, который полюбился уже всем нам, Эрмитажных вечеров. И сегодня с нами методист научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа Марина Чекмарева. Здравствуйте, Марина. Спасибо, что вы с нами. Nous continuons aujourd'hui notre cycle de rencontres en ligne consacré aux soirées de du département de la vulgarisation de la science de l'Ermitage d'État, Madame Marina Chekmareva. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais faire quelques précisions de caractère technique. Но прежде чем я передам вам слово, связанных с техникой проведения нашей встречи. Наша встреча сегодня проходит на русском языке с синхронным переводом на французский язык. Et я приветствую нашего переводчика, который будет нам помогать. Notre rencontre aujourd'hui se passe avec une traduction simultanée en français. Et merci à notre interprète simultané qui va nous aider pendant cette rencontre. Для того, чтобы продолжать смотреть наше видео по-русски, можно ничего не делать, или выбрать справа внизу вашего экрана, нажав на иконку с изображением глобуса, русскую дорожку звуковую. Pour continuer en français, pour nous écouter en français, il vous faut choisir l'icône avec le globe en bas à droite de votre écran et choisir la piste française. Mais attention, pour éviter l'interférence du russe et du français, il faut débrancher l'option brancher le son, comme ça vous n'allez pas écouter l'original russe, vous allez écouter uniquement la traduction en français. C'est toujours en cliquant sur l'icône de globe, vous choisissez cette option débrancher le son de l'origine. О том, что вы можете сделать запрос. Сделать можно это двумя способами. Экрана. Это для письменного комментария или вопроса. И нажав на иконку с изображением руки, ладони руки, это если вы хотите выступить с голосом, и тогда мы, может быть, дадим вам слово, если это позволит расписание нашей встречи, которая будет длинной. В этот раз мы очень рады, что мы проведем сегодня вечером в Эрмитаже много времени вместе с экспертом, методистом научно-просветительского отдела госпожей Мариной Чекмаревой. И для нас, для Эрмитажных вечеров, очень необычная тема. Обычно мы говорим о каких-то выставках или той части экспозиции, которая Donc, pour nous, normalement, on parle de la partie de l'exposition qui se trouve à l'étage général et qui est liée à l'histoire de la société russe. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent ce qu'on va voir. C'est la sculpture italienne du XXe siècle. On attend avec impatience vos commentaires, Marina. Bonsoir, je suis très contente que nous nous sommes réunis ici. Et en effet, le sujet d'aujourd'hui, en fait, le thème est très, très inhabituel. Pourtant, la culture italienne et les arts italiens, c'est quelque chose qui est très lié avec la Russie plus que d'autres arts et on va en parler de ça également aujourd'hui. Mais au début, je voudrais qu'on voit cette excursion consacrée à la collection de la sculpture italienne du XXe siècle.
La collection de la sculpture italienne du XXe siècle à l'Ermitage est assez vaste. Et donc cette collection a été formée encore à l'époque de l'Union soviétique et le directeur de l'époque, Boris Piotrowski, a participé à la création de cette collection. Boris Piotrowski était un académicien orientaliste. Il était très intéressé par la sculpture italienne moderne. Et bien sûr, les goûts de l'époque soviétique ont conditionné le choix des maîtres liés aux traditions de l'école plastique des beaux-arts européenne et italienne. Et Boris Piotrowski a contribué à l'organisation des expositions de certains maîtres qui lui avaient fait un don à l'Ermitage. Et c'était eux-mêmes choisissaient leurs chefs-d'œuvre, leurs travaux qui ouvraient le mieux leur représentation dans l'art. Et notre collection de la sculpture italienne est même est le plus vaste que ce qu'on peut voir dans une salle, y compris les bas-reliefs, dont certains sont dans la salle de la peinture italienne du XXe siècle. Et il y a beaucoup d'autres objets d'art qui font partie de cette collection vaste. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que vous pouvez trouver à l'Ermitage un nombre plus grand d'objets d'art très intéressants. Et je voudrais vous parler de cette période où la plupart de maîtres se sont formés. C'était la période de la dictature naziste. Ces années, 20 années noires, ce qu'on l'appelait là. C'était après la guerre mondiale qui fut terminée, et donc c'était le retour à l'ordre. Et ici, on peut se rappeler Pablo Picasso avec le portrait de son épouse, de Olga Koklova, dans le style néoclassique. Justement, les peintres recherchaient leurs appuis, leurs repères dans les traditions des arts. Et donc, dans ce système de coordonnées, se sont formés les Italiens. Et plus tard, pendant l'époque de la dictature fasciste, la maîtresse de Mussolini, la journaliste Margherita Solfati, était l'initiatrice du mouvement artistique Novecento, et elle a développé l'idéologie des arts contemporains qui devaient suivre les traditions nationales. Mais les peintres qui étaient contre le régime nazi cherchaient leur inspiration surtout dans l'héritage des arts français, comme c'était le pays qui était le plus avant-garde, le plus avant-gardiste dans la sculpture, dans la peinture. Et dans ces milieux, chacun devait travailler son propre style, dont on va essayer de ressentir aujourd'hui. Donc, je vais commencer par Finanzo Cracetzi, qui s'appelle l'Académie. Donc, on peut l'appeler autrement le modèle et l'artiste. Ici, on voit une opposition entre le modèle et son créateur. Dans le personnage du modèle, on peut trouver quelque chose de très charnel. On voit cette beauté charnelle, ces formes généreuses, et en même temps, le sculpteur essaie d'exprimer son propre idéal de beauté en allongeant ses proportions. Par exemple, ce sont les doigts très allongés, une tête très fine, petite tête sur un cou fin. Et
ah, cela nous rappelle les images de Piero della Francesco. Et le peintre ici est très simpliste. Son image est très dématérialisée, comme si on mettait l'accent sur la partie spirituelle du créateur. Et même son visage nous rappelle un masque en fait, il réfléchit de sa création. C'est ce qu'on peut lire sur son visage. Également, dans cette salle, on peut retrouver le personnage de mère avec son bébé qu'il appelait la maternité. Cette sculpture fait partie des années 50 du XXe siècle et selon les chercheurs, cette sculpture reflète la nostalgie pour sa mère et pour sa sœur qu'il avait perdue à l'âge de 10 ans. Très tôt, il avait perdu son père également à l'âge de 12 ans, mais à 15 ans, il a eu une rencontre très importante. Il a rencontré le responsable de l'atelier des musées du Vatican qu'il avait invité de collaborer. Et vous pouvez imaginer dans quelle atmosphère, dans quel milieu des chefs-d'œuvre des arts classiques se forment. Venancio Crocetti qui en fait, travaille dans les classes des académies de l'Académie de Beaux-Arts de Rome. Et on peut également visiter le musée qui a été ouvert en 2013 pour le 5e anniversaire de Crocetti, où on peut retrouver une vaste collection de ses œuvres sur des thèmes très différents. D'ailleurs, il aimait bien sculpter des animaux et il aimait aussi le thème de la beauté féminine et également les événements tragiques liés par exemple à l'incendie. Et ce qui est aussi intéressant, qu'au rez-de-chaussée de ce musée a été créée une chapelle selon ce projet où ces cendres sont conservées et où on peut trouver le même, en fait, la même sculpture, mais en marbre. C'est comme une pierre tombale de la Madonna avec son bébé. Vous pouvez voir que la mère est triste, mais le bébé est bien représenté, il est bien vivant, il suit son pouce. Et c'est vraiment très touchant, ce bébé représenté, comme il l'a représenté, il a été représenté par son auteur. Et Venancio Crocetti a gagné le concours pour la création de nouveaux portails pour en fait, la cathédrale de Saint-Pierre au Vatican. Il a gagné en 1949 et le portail a été ouvert en 1965. Et il a offert à l'Ermitage un modèle de ce portail qui s'appelle le portail des mystères. Et ils sont consacrés au mystère de l'Église catholique. Et donc, les thèmes des mystères sont bien représentés sur le volet gauche, ici, de ce portail. Du haut en bas, on peut retrouver l'ange des mystères, ensuite le baptême, la confirmation, la confession. Sur le volet droit, on voit d'autres, en fait, rituels religieux. Et donc, cela nous rappelle les reliefs simplistes qui nous rappellent Donatello encore. Et en s'appuyant sur les arts classiques, il crée cette atmosphère harmonieuse
très spirituel qui correspond au mystère de l'Église catholique, en fait de l'Église chrétienne. Et pas seulement Crocetti a pu gagner dans ce concours pour le portail de Saint-Pierre, mais Giacomo Mansu également. Bon, en russe, ça se prononce Mansu et les Italiens le prononcent ce nom Manzu. Et donc, à l'Ermitage, les expositions de Giacomo Manzu ont été organisées après qu'il avait reçu, en fait, le prix de Lénine pour son activité de combattant pour la paix. Et après, il a offert 5 sculptures à l'Ermitage, dont 3 on peut retrouver dans cette exposition. Et ces sculptures de Manzu peuvent être réunies dans une seule série parce que le même modèle est représenté dans ces sculptures. C'est une jeune fille qui s'appelle Tebi des années 80, en fait, du XXe siècle. Il reflète également son caractère très agité, très vivant. Et faites attention à quel point son visage est représenté de manière d'une esquisse. Cette liberté a été possible après qu'il avait étudié l'impressionnisme dans la sculpture. Et Manzu, pendant la deuxième moitié des années 20, à Milan, il a étudié l'héritage de Mélar de Ros, qui a même travaillé de manière très qui a plus travaillé dans l'impressionnisme même que Rodin. Et il a reflété certains traits impressionnistes dans ses œuvres. Il aimait bien Rousseau créer un espace, comme ici fait Manzu, en la représentant cette fille dans un intérieur, en fait, assise sur une chaise. Ici, il choisit les points de vue pour voir la forme. Tout d'abord, c'est le point de vue frontal et du point de vue gauche. Le profil est très expressif de cette fille. Bien sûr, on peut l'apprécier de tous les côtés pour bien ressentir ce que l'auteur voulait en fait bien suivre Médard de Ros pour représenter cette fille de tous les points d'angle de vue. Il aimait bien inclure dans ses compositions les meubles des tissus qui deviennent la continuation de l'énergie du mouvement du corps même. Et ces draperies de ces vêtements qui descendent jusqu'à ses pieds, qui soulignent en fait le caractère agité et vif de ce modèle préféré de ce sculpteur. Dans cette sculpture suivante, qui doit être vue de tous les points de vue. C'est un personnage féminin et le contraste est très intéressant ici des formes rondes et cette construction rigide de la chaise. Et la partie porteuse du travail doit être plus importante. Mais ici, il utilise l'effet opposé qui donne plus de vie à son modèle. Et en plus de cette esquisse qu'on peut retrouver dans
ces sculptures et dont en fait l'accent au mouvement, il réfléchit sur l'idéal de la beauté féminine. Et également, euh, on peut voir ces taches grises sur les corps qui nous rappellent les cendres de Pompéi, et tous ceux qui sont péris à Pompéi et qui donnent une autre signification à ces recherches plastiques du sculpteur. Et ici, ce personnage, il est figé dans une chute éternelle, en fait, sur la sculpture suivante. Donc, c'est une chute, un vol éternel. On peut retrouver ici quelque chose qui nous rappelle du style baroque et qui, dans la dynamique propre à Mansou, comment il aimait travailler avec les draperies. Ici, bien sûr, il a représenté ce corps à qui il a donné du poids, mais il aurait pu l'alléger parce qu'il disait que le marbre il peut le faire aussi doux que la cire. Il pouvait en fait représenter la soie, la douceur de la soie dans ses créations. Donc il pouvait représenter tous ces détails et toutes ces nuances. Et les chercheurs parlent de la bipolarité des arts de Mansou. D'un côté, il représentait le monde terrestre. Il voulait créer des œuvres consacrées à Inga Schabi, la ballerine allemande. Il aimait bien représenter dans ses sculptures et ses œuvres les jeux de ses enfants, Julia et Emilia, et il pouvait représenter les passions amoureuses dans ses œuvres plus tard. Et de l'autre côté, il généralisait la vie humaine, comme on peut retrouver dans les portails de la mort qu'il a créés pour la cathédrale du Vatican. Ce qu'on voit ici et ce qui est intéressant dans cette composition du portail de la mort, il réunit d'une part les événements historiques, c'est lorsque l'ascension de Vierge Marie, le corps du Christ, il montre la mort des martyrs, mais en même temps, dans ces bas-reliefs inférieurs du portail de la mort, il montre la mort dans l'espace et la mort sur Terre. C'est la mort des héros de la vie quotidienne. Par exemple, pendant un crash d'avion, une personne tombe ou il y a la mère qui est en train de mourir. Elle fait tomber la chaise et son enfant le voit ce qui se passe et il pleure. Donc, de cette manière, il fait rentrer les personnes simples, ordinaires, dans ses réflexions sur l'éternel. Donc, il était un maître de la relief lié aux traditions de la Renaissance italienne. Et les mêmes motifs plastiques qu'il utilisait dans des images très différentes, dans la sculpture rond, en fait bombée, dans des images éphémères terrestres et dans des images qui sont plus philosophiques et plus généralisées. On va retourner encore une fois à cette sculpture pour comprendre comment elle est posée, comment elle peut se tenir. Et en effet, l'auteur enlève les appuis
Donc, sur la première sculpture, on voit les pieds et qui sont bien posés par terre. Euh, Dans la deuxième sculpture, ils sont au-dessus de la terre. Et sur la troisième, cette sculpture, s'appuie seulement sur un seul point d'appui. En effet, techniquement, c'est vraiment impressionnant comment il a calculé pour représenter ce vol dans la chute. Et en même temps, pour exprimer ces points poétiques dans sa sculpture. Donc Manzou, il a été reconnu mondialement comme Emilio Greco, qui avait une autre vision de l'image féminin, de la beauté féminine. Seulement déjà parce que il représente ses sculptures dans la nature. On veut vraiment mettre cette sculpture de femmes nues quelque part dans la nature, au bord de la mer, dans un parc. Ces sculptures d'une baigneuse est aussi traditionnelle pour la sculpture, mais elle trouve sa propre idéal de beauté. Ce sont des femmes pas très jeunes, pas toutes jeunes, mais déjà plus mûres, avec des proportions de leur corps plus allongées, avec des parties plus rondes dans le corps. Il y a cette puissance plastique qui impressionne, et même dans cette sculpture qui se tient en équilibre. Vous voyez que le poids de son corps est sur sa cuisse gauche et le coude est mis sur le côté. Donc, elle se tient vraiment en équilibre. Et en fait, l'auteur cache un peu ses yeux. Il ne veut pas créer des portraits parce qu'il crée un idéal de la beauté. Et c'est très intéressant de voir comment il représentait sa tête, sa coiffure fait partie d'un volume réuni. Et donc, ce modelage est bien représenté ici, surtout dans ses cheveux. Il est très intéressant qu'au Japon, on a ouvert même un jardin de sculpture d'Emilio Greco avec beaucoup de ses œuvres. Il est né à Palermo, au sud de l'Italie. Il était le contemporain et même ami, on peut dire, de Renato Guttuso à Rome. Il avait fait ses études à Palermo, mais après, sa jeunesse a eu lieu dans les années 40 à Rome. Et beaucoup de ses œuvres, elle est consacrée à sa compréhension de la beauté féminine, de l'harmonie entre le charnel et le spirituel. Ici, vous voyez une autre compréhension du corps féminin. Donc ici, nous n'avons pas des espaces. Il est très intéressant de voir comment les parties différentes de son corps se mêlent en fait. Il même aplatit certaines parties de son corps et même les doigts ici sont faits en relief basse et il ne choisit pas le bronze. Il laisse le matériel au lieu des espaces, comme a fait Michelangelo et Rodin. Et donc,
Emilio Greco utilisait cette astuce sans espace. Et donc, au début, c'était une sculpture en terre cuite, mais après, il l'a refaite en bronze. Et donc, cette image très poétique, pas seulement d'une femme dans la nature qui représente l'idéal de la beauté féminine, mais c'est même plus céleste, plus spirituel, qui nous rappelle même peut-être l'image de la mère Terre même. Et c'est très organique pour les arts d'Emilio Greco. Nous avons une autre image, une autre sculpture qui nous rappelle les travaux, en fait, les œuvres d'Emilio Greco, c'est les œuvres d'un autre maître italien, aussi le contemporain de Manzù, qui est né en 1908 à Quinto Martini. Quinto Martini. Cette figure d'une femme accroupie, il l'a appelée la nature. Donc, c'est la nature qui est représentée par le corps humain, qui peut nous rappeler même les statues de l'Égypte ancien par cette généralisation de la forme plastique. Et en même temps, il nous rappelle les sculptures de l'école française d'avant-garde qui voulait créer des formes au maximum simples et propres. Et il disait que simplicité, c'est la complexité résolue. Et donc, ce sculpteur est né à Siano, pas loin de Florence, et ses efforts au début de sa carrière étaient liés avec un autre maître sculpteur. Je suis désolée, j'ai oublié le prénom de ce sculpteur. Donc, le nom, c'est Soffici. Donc, c'est lui qui l'avait amené dans les milieux artistiques, qui était son mentor artistique. Et donc, Quinto Martini était très orienté aux traditions de l'école plastique française. Et donc, le niveau de la généralisation de ces sculptures est très élevé par rapport aux autres sculpteurs. Il était également un poète et un écrivain. Je me rappelle, il y avait un poème où il disait qu'au fond d'une tombe, je vais devenir la terre, je vais sentir le froid, la pluie et le vent. Et c'est ainsi que je vais vivre aussi longtemps que la terre même. Et Quinto Martini, au lieu de naissance à Siagne de Quinto Martini a été ouvert un musée de ce sculpteur qui était également un animaliste. On peut retrouver certaines de ses sculptures ici. C'est le coq qui a été modelé pas sans humour par le maître et encore la forme est très généralisée, mais il fait ressortir les surfaces de la sculpture selon le caractère de la sculpture. Et ici, on voit une autre sculpture de même auteur qui s'appelle La Misérable, qui se protège de la pluie par ce carton. Et regardez encore les surfaces de cette sculpture qui sont un peu, en fait, comme déchirées. D'une part, on retrouve le caractère tragique de ce personnage et de l'autre part, on retrouve cette association avec la pluie. Et d'ailleurs, il aimait bien
représenté les inondations dans ses œuvres. Et donc, Manzù et Crocetti travaillaient dans les reliefs où les lignes sont représentées par des lignes rythmiques de la pluie. On retrouve le brouillard, cet air humide. Et cette œuvre est liée à l'inondation la plus importante qui a eu lieu en 1957 à Florence, qui était le plus important depuis 400 ans, où les eaux ont monté de plus de 3 mètres et plus de 30 personnes sont décédées. Et environ 3 millions de manuscrits anciens, des livres ont été endommagés après cette inondation. La Misérable, cette statue a été offerte par les héritiers de Quinto Martini. L'exposition a eu lieu en 2013 à l'Ermitage et donc les héritiers avaient choisi cette sculpture. Et d'ailleurs, elle était préparée spécialement pour faire partie de la collection de l'Ermitage. Il nous rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ces images des Misérables sont nées, et d'ailleurs, quand l'exposition a eu lieu, le sculpteur, avant cette exposition, donc à cause de la critique du régime nazi, le sculpteur a été emprisonné. Et d'ailleurs, pas seulement Quinto Martini faisait partie du mouvement anti-nazi, mais Augusto Muro également. Cette sculpture se retrouve à Venise, pas loin de l'endroit où sont organisées les biennales. Et quand il y a la marée basse, on peut retrouver ce corps décomposé d'une partisane avec ses mains ligotées. Et donc, ce monument est consacré aux femmes combattantes contre le régime nazi. Et donc, c'est l'œuvre d'Augusto Muro fait dans cet style impressionniste. Il y a eu d'autres maîtres qui également consacraient ses œuvres au combat avec les nazis. Et donc, ce sculpteur est né à Belluno et dans les forêts, il se rappelle de toutes ces forêts et les arbres qui montent avec ses branches vers le ciel et qui rappellent cette recherche pour la lumière et pour la vie. Et ces images, ces sculptures sont tellement transformées. En fait, ils transforment tellement les corps humains qui, par ces changements apportés au corps humain dans ces sculptures qui nous rappellent ces branches des arbres. Et cela nous rappelle ces sculptures, le bon esprit peint qui rapporte la fertilité aux forêts, à la nature selon les mythes, et qui est aussi considéré pas comme originaire, qui était lui qui avait créé le chant.
et qui nous impressionne par ce caractère euh, mythique. Donc, ce sont les œuvres d'Augusto Muro. Plus tard, il aimait travailler avec le bois. C'est le matériel lié à la création et les arts populaires. On peut ici voir cette sculpture d'Arlequin fait en bois qui est représentée dans une manière très particulière à lui. Et cette expressivité euh, est très particulière à notre sculpture, Giuliano Vangi. Vous pouvez voir la statue de de Jean-Baptiste qui est représenté dans sa manière. Et les plus importants ici sont les points de vue latéraux. Jean-Baptiste le Saint Jean-Baptiste était le protecteur céleste de Florence. Et son statut, on peut retrouver pas loin de Ponte Vecchio et des galeries de Uffizi. Et donc, on peut voir ici que pas très loin, la statue de Saint Baptiste a été créée en 1996 et la statue que nous avons vue ici nous avait été offerte assez récemment et donc vous pouvez voir que à Florence, il habille le Saint Jean Baptiste dans un vêtement, et alors que nous avons reçu cette version nue du saint. Et on peut ressentir encore une fois que le point de vue ici de cette sculpture est le point de vue latéral de deux côtés, et même son visage est fait ainsi pour mettre l'accent à son profil. Giulio Vangi, c'est un sculpteur très intéressant parmi les sculpteurs vivants. Il est né plus tard que les sculpteurs que nous avons déjà vus. Il est né en 1931, c'est-à-dire aujourd'hui, il fêtera cette année, il aura 90 ans. Et pour lui, le bronze n'est pas son matériel préféré pour la sculpture. Et ses œuvres sont très différentes par les matériaux utilisés. Je voudrais vous montrer ici. Il a en fait combiné les couleurs différentes et les matériaux différents. C'est surtout la pierre naturelle. Ce sont les images des saints qui ont été créées pour la cathédrale de Padoue en 1997, c'est-à-dire assez récemment. Et je me rappelle que je suis allée dans cette ville à Padoue et je ne savais pas encore que c'était l'œuvre de Giuliano Vangi. J'étais conquise par cet ensemble de saints, et parce qu'il y a beaucoup de saints avec le Christ qu'on peut retrouver incrusté par un matériel coloré. Il travaille avec le bois, les pierres multicolores, faites avec d'autres matériels, y compris même avec la fibre de verre. Et il n'a pas fait partie des impressionnistes malgré son plus jeune âge, et il a suivi le mouvement traditionnel des arts plastiques.
Quand vous rentrez dans le musée du Vatican, vous pouvez retrouver les œuvres de Giuliano Vangi, en fait, l'œuvre qui s'appelle Franchir le seuil. Et c'est un autre exemple de son style où il combine la pierre et en fait, donc ici, il parle de l'humanité, comme il disait lui-même, qui ne parle de l'humanité qui doit encore se développer et s'améliorer. Il parle de la question de l'essence de l'humanité dans ses relations avec le monde extérieur. Donc c'est un thème très philosophique et malgré toutes ces multitudes de sculptures traditionnelles, on peut retrouver quelques œuvres très abstraites faites par Bruno Laboratori qui a exposé ses œuvres plusieurs fois à l'Ermitage au XXIe siècle et il est plus jeune. Il est encore vivant. Il est né en 1947 et il a fait ses études à Rome, à l'Académie des Arts. Il faut dire que on se rappelle tous qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une augmentation du néoréalisme en Italie et surtout dans le cinéma. Et je pense que nous l'avons bien vu dans les anciens films italiens. On peut se rappeler de Jean Alain Delon dans le film Rocco et ses frères. Et au milieu des années 50 déjà, sous l'influence américaine surtout, donc l'abstractionnisme devient dominant dans les arts. Et donc, justement, on peut retrouver une de ces œuvres qui s'appelle La façade et le coupole. Donc, ce sont les surfaces abstraites, creuses, surtout certaines parties bombées, qui sont de cette couleur dorée. Bien sûr, il faut voir ces formes, les observer de différents points de vue. Par exemple, on peut retrouver un espace, si on le regarde de ce point de vue où je suis. Là maintenant, le sculpteur, il fait juste la moitié du travail. Il dirige les pensées d'observateur dans une direction. Et en fait, les associations, c'est l'observateur qui va les trouver. Pour mieux comprendre, l'auteur, quand il était jeune, il disait qu'il voyait tout en couleur claire. Il disait que tout devait être ouvert pour le monde et pour l'humain. Et dans ses compositions, il utilisait cette forme joyeuse avec ses surfaces brillantes, abstraites mais jolies, avec ses courbes, avec ses surfaces. Et ensuite, avec l'âge, il comprend que le monde n'est pas parfait. Et même pendant son exposition de 2011, l'exposition a été nommée en fait l'appel à l'aide de la Terre, parce qu'il comprend à quel point la Terre souffre de la violence, y compris de la violence humaine. Et une autre œuvre qui s'appelle L'arche et le mur reflète ses pensées.
que la Terre est quelque peu malade, qu'elle souffre à cause des activités humaines et à cause de ce que les humains font avec la nature. On peut retrouver ici cette feuille métallique qui est contournée par ces écailles. Et dans une des interviews, il disait que ces écailles, ce sont les maladies. Les maladies que la nature, dont la nature souffre dans ses relations avec la civilisation humaine. On peut trouver dans ces sculptures quelque chose de végétal, mais pas tout à fait. C'est juste une allusion au végétal, une arche. Et justement, il disait que la nature se transforme. Donc, tout suit. Maintenant, nous suivons ce chemin dont nous ne connaissons pas l'issue. Donc, il faut réfléchir à ce que nous faisons et ce dont nous parle Bruno Liberatori dans ses œuvres. Видео закончилось. Donc, la vidéo s'est terminée, notre réunion. Et je vous rappelle, nous avons Marina Shekmarova, la méthodiste de l'Ermitage russe à Saint-Pétersbourg. Et je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou lever votre main en utilisant l'icône en bas de votre écran Zoom. Et pour l'instant, c'est moi qui vais poser ma question en utilisant en fait mon rôle de co-organisateur de cette réunion. Vous savez, quand je regardais cette vidéo qui était vraiment très intéressante, merci beaucoup. J'ai vraiment bien apprécié cette exposition. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ne pouvaient même pas imaginer que ce genre de trésor existe dans l'Ermitage d'État. Et justement, c'est grâce à cette réunion avec l'état-major où on peut retrouver la plupart des collections des arts modernes, si je l'ai bien compris. Mais quand je regardais cette vidéo, j'avais cette impression que pour nous, l'Ermitage est surtout associé avec tout autre sculpteur, comme Michel-Ange, Bernini. Антонио Расселину, Вацола, не говоря уже Céline. Je ne parle même pas de la sculpture classique de l'époque romane. Donc, peut-être vous pouvez ou vous avez programmé faire une exposition des Italiens classiques et modernes. Je pense que ça aurait été formidable de voir encore une fois cette collection de la sculpture du XXe siècle qui réunit la sculpture classique en même temps. Mais aujourd'hui, Sergei Olegovitch, notre responsable, est très chargé dans ses recherches d'une œuvre de Renaissance, de la Renaissance, et on espère que sa recherche va s'achever et on va impressionner tout le monde par une découverte dans notre collection d'Ermitage. Juste une illusion que je vous fais en ce moment. Nous avons retrouvé l'œuvre de fin du XVe siècle d'un peintre gaucher, probablement. Donc, c'est une œuvre qui n'a pas été exposée dans la collection principale et qui est
découvert, qui n'a pas été exposé. Donc, oui, en effet, il n'a pas été exposé parce que c'est terracotta, donc c'est la terre cuite. Et après le Covid, nous avons eu une exposition et justement là-bas, c'est au public. Et il y a eu des spécialistes, des experts italiens qui étaient arrivés et peut-être on va représenter une autre sculpture d'un des génies de la Renaissance. Donc on se prépare. Je vais garder un peu de secret quand même. J'espère qu'on va faire partie de cette découverte également. Un Zoom sur notre plateforme dans le cadre de notre projet. Des soirées de l'Ermitage. Encore un souhait, en tenant compte que le bâtiment de l'état-major a accueilli les collections des arts contemporains du XXe siècle, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même les arts contemporains, le XXe siècle, parce que les œuvres sont très différentes aux œuvres classiques quand même. Il y a d'autres œuvres italiens du XXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus en détail sur ça? Avec plaisir, je voudrais vous montrer peut-être une petite présentation pour ne pas, en fait, parler en moins vide, soi-disant. Nous avons à l'Ermitage une collection assez curieuse de la peinture italienne du 19e siècle. C'est là où l'Italie avait perdu ses positions de leader en tant que pays qui développait en fait les nouveautés. C'est la France qui se met en avant et qui reste en position de leader au milieu du XXe siècle. Et pour cette raison, il y a très peu de musées en Italie où on peut retrouver grand-chose à voir. Mais les peintures des peintres italiens de la moitié du XXe siècle, on peut retrouver, souvent ce sont les futuristes. Et à l'Ermitage, nous avons une collection qui n'est pas très grande des maîtres de Novecento. C'est la période après la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette collection est représentée par Massimo Campigli, sa peinture de 1925, Virgilio Guidi, La Visite en 1928, où les peintres italiens essayaient de transformer la langue des arts italiens et surtout les maîtres de la Renaissance italienne, et surtout l'un des peintres les plus importants dans le mouvement de la peinture métaphysique à Saint-Pétersbourg. Nous avons deux œuvres de Giorgio Morandi. C'est la nature morte métaphysique et la nature morte qui a été peinte environ en 1925. C'est lui Giorgio Morandi, qui a développé ces aspects métaphysiques dans la peinture. C'est un peintre très intéressant et surtout sur sa peinture, la nature morte, parce qu'il se retrouve déjà dans ce style qui a influencé énormément le cinéma italien. Dans beaucoup de films de fameux Fellini, on peut retrouver les natures mortes de Giorgio Morandi. Le grand Fellini, à travers ses natures mortes, nous explique les vies de ces héros.
Nous avons ensuite Renato Guttuso, un peintre qui est en fait merveilleux, qui ouvre le mouvement de néo-expressionnisme dans la deuxième partie du XXe siècle, qui essaie le combiner avec les motifs sociaux, qui parlent des sujets sociaux les plus importants de l'Italie de la deuxième moitié du XXe siècle. Et il a également combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons quelques-unes de ses offres en peinture, en graphique, et nous sommes très fiers de ce portrait que nous avons. Rocco avec son fils, cette peinture a été créée en 1960. C'est l'année où le film Rocco et ses frères est sorti dans les cinémas du monde. C'est le rôle du star d'Alain Delon où il joue un rôle le plus étrange pour lui. Il joue le rôle d'un Sicilien boxeur, très raffiné. Alain Delon qui est très raffiné, qui incarne cet homme dans ce film passionné et très fort. On parle de la tragédie italienne, de cette rupture entre le sud et le nord italien et cette tentative de faire partie de ce nouveau futur d'après-guerre qui construisait l'Italie. Et ce portrait de Rocco avec son fils réunit les traits d'autoportrait de Renato Guttuso, qui était également sicilien, et les traits du héros d'Alain Delon. En même temps, c'est un sujet qui est très rare dans les arts de la peinture, le fils avec son fils, le père avec son fils, le père qui tient dans ses bras un garçon. Donc, c'est très rare pour les pères, pardon, pour les peintures. On peut se rappeler seulement le Saint Christophe qui tient dans ses mains, dans ses bras, le Christ. Et ici, on peut retrouver ses mains hypertrophiées qui portent ce garçon et qui le protège. Et en effet, notre collection nous permet de suivre comment les arts figuratifs italiens se sont développés au début et au milieu du XXe siècle. Ce sont des œuvres formidables et magnifiques. Nous avons eu de la chance de les voir, de voir non pas seulement la sculpture, mais la peinture de l'Italie du XXe siècle. Dites-moi, s'il vous plaît, sur cette peinture. Sur la diapositive, il est écrit que c'est un don de l'auteur à l'Ermitage. Et les autres peintures qui ont été peintes dans les années 20 que nous avons vues, ces peintures absolument magnifiques, bien sûr, l'une de ces peintures nous rappelle le point de vue belge par les couleurs, par ses couleurs, par sa composition, nous rappelle le symbolisme belge. Donc, c'était un mouvement puissant qui a eu lieu dans les pays différents, mais les œuvres belges ne font pas encore partie de l'Ermitage. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? 1925, c'était une période difficile, complexe. La Russie n'achetait rien, mais peut-être qu'elle en vendait pour combattre la famine. Oui, c'était plutôt la Russie soviétique, ensuite l'Union soviétique à l'époque, mais dans notre pays, nous avons eu beaucoup en fait, de connaisseurs d'art, des arts. Et justement, à Moscou, un musée de nouveaux arts occidentaux a été ouvert. Et les collections de Morozov qui font partie de ce musée, il y a un Tugendhold
a commencé à, en fait, visiter l'Italie et comme vous l'avez dit, l'Union soviétique n'avait pas beaucoup d'argent. Il a, en fait, inventé un échange où les peintres soviétiques choisissaient leurs meilleurs œuvres et on organisait une exposition en Italie. Et vice-versa, les peintres italiens euh, organisaient leur exposition à Moscou et les auteurs pouvaient offrir leurs œuvres selon leur choix aux pays correspondants. И сегодня и вообще во все Donc, je времена. pense que ce genre de pratique a été d'actualité dans tout le temps pour, en fait, Да, и эта практика чем еще была очень хороша и enrichir тем, les что художники collections. могли общаться Cette друг с другом pratique и завязывать était очень aussi тесные bonne дружеские связи. parce que les peintres pouvaient communiquer et Глобальное население nouer des мира, и relations художниками в том числе. entre eux. Скажите, пожалуйста, вот еще Est-ce que vous один pourriez вопрос, me dire, который j'ai une autre question qui a здесь été posée моя par коллега задала. euh, Мгм. l'une de mes collègues. Вот вы его, вероятно, видите в чате нашего Je вебинара. crois que vous Чем, pouvez по voir отрасли cette question искусств dans le занимаются chat. представленные мастера, имеется в виду скульпторы? Euh, И donc, как это представить какими-то другими euh, формами? qu'est-ce que faisaient en dehors de la sculpture les maîtres et, Это было et est-ce удивительное qu'ils avaient время, représenté когда скульпторы ces занимались autres œuvres dans la не collection de только l'Ermitage? скульптурой, Oui, но en и effet, графикой и c'était à живописью. l'époque И où перед les вами как maîtres раз вот эти en fait произведения Джакомо œuvraient dans Манцу, la которым тоже, к graphique et dans la счастью, было peinture. дано Et d'ailleurs, Giacomo Эрмитажа, его Mansu a размышления offert на тему euh, ложных и модельных. ses œuvres, И в роли cette модели выступает peinture qui любимая s'appelle Le модель, peintre наша et жена son Инге, modèle, c'est son épouse qui est балерина. représentée И ici, la к этой ballerine теме он будет Inge. возвращаться многократно. И Il вы va видите revenir à ce слева sujet à plusieurs форт, reprises. À gauche, vous voyez акватинта, бумага, Forte графическая Aquatinta, работа, где мы un видим уже papier, donc модель, c'est значит, une демонстративно œuvre на живописном en произведении. fait На самом деле это редко, когда художники пишут rare большие sur монументальные papier живописные parce que холсты. c'est rare Но quand даже les здесь мы можем видеть peintres этот выбор между en живописью и fait скульптурой. И dessinent в картине Джакомо sur Манцу, les конечно же, tuiles, на станке мы grandes видим tuiles. такую очень Et donc ici, условную, но тем не on менее peut скульптуру. retrouver И une espèce de sculpture. в нашем собрании, к счастью, Euh, много heureusement, dans notre графических листов collection, nous avons beaucoup разных de техник, graphiques faits скульпторов, которых вы видели de papier сегодня en graphique во время faits нашей en экскурсии. différentes techniques. Это серия, C'est которая помогла Джакомо c'est une Мансу série qui переосмыслить a aidé à классические Giacomo произведения Mansu искусства. pour Он réfléchir de пытался nouveau sur les œuvres скопировать, classiques. административно, Elle a essayé творчески de переосмыслить знаменитые шедевры, например, re-représenter Гойи. les Его chefs-d'œuvre de Телемахус, Goya, par помните всех exemple. Ici, трактовщиков, vous voyez великолепную живопись euh, Франциско Гойи, мастер la, 20 века, скульптор. Она у него en становится fait, более объемная. И черты cette лица, конечно же, его любимой жены Инги. dame То есть вот та qui деталь. devient И plus en знаменитая volume et картина qui a les traits de sa Рубенса, femme, Inge. Рубенса Et donc, «Фламандское братство», et где la великолепно représentation Шухта превращается в de ультрасовременное искусство Mansu de l'œuvre середины de, 20 века. И тоже en fait, вместо reconsidération de жены Рубенса Rubens. появляются черты Et лица encore, au lieu Инги. de l'épouse de Кроме Rubens, on peut того, retrouver Джакомо les traits de Мансу visage d'Inge, очень de любил sa femme. Маяковского. Et Giacomo Manzi Это appréciait beaucoup тот Maïkovski. революционный поэт, который, C'était ce пожалуй, poète покорял révolutionnaire сердца итальянцев своей qui a страстью. Вот такой conquis les футурист, cœurs des очень Italiens par sa созвучный passion. мятежному C'était un итальянскому поэту. futuriste russe et И qui, здесь вы видите en fait, иллюстрации к стихотворению qui Маяковского était. «Любовь» 1976 Et vous pouvez года. voir И насколько она классична по сравнению со стихами Маяковского. la poésie Игорь le Мурманцев poème de буквально Maïkovski qui только s'appelle L'amour. берет
Mansour prend juste les deux premières lignes. Donc, de cette poème, on ne peut pas retrouver cette rigidité de Maïakovsky, représentée ensuite par Mansour. Ensuite, la femme avec son enfant de Mansour, où on peut ressentir l'angoisse et la peur de la femme qui tient l'enfant dans ses bras. C'était l'époque où l'Italie, comme le monde entier, a survécu deux guerres horribles. Ensuite, Mansour expérimentait bien avec le graphique. Ici, nous avons le portrait d'une femme et le sculpteur aussi crée le volume et il reconsidère la forme de la sculpture de cette manière. Et les œuvres graphiques les plus remplies d'émotions, c'est Emilio Greco. Cette série s'appelle Les Adieux et chaque œuvre a son numéro et qui nous explique à chaque fois les raisons de ces adieux. Dans ce cas, les adieux numéro 3, c'est une confrontation de la femme et de l'homme. Dans les adieux numéro 7, c'est un homme qui essaie de retenir la femme qui part, qui se détourne de lui. Et on peut ressentir même jusqu'au frisson cette tendresse de l'homme et la nature capricieuse de la femme. Et les adieux numéro 10, c'est les adieux quand personne ne veut partir. Mais c'est un adieu nécessaire, forcé. On peut comprendre à quel point pour ce sculpteur la forme est importante si on voit comment les têtes sont représentées, comment les corps sont représentés. On peut revenir à retrouver ce désir pour le relief, pour le volume. Et une autre œuvre très touchante, très impressionnante, c'est l'image de l'amour. Et toutes ces œuvres, il y en a beaucoup plus en vérité, mais en fait, je ne peux pas vous les montrer toutes aujourd'hui. Toutes ces œuvres ont été offertes par le maître après les expositions. Et donc, à chaque fois, les sculptures offertes ont été en fait complétées par ces graphiques, par ces en fait, représentations, par ces images, pour faire comprendre comment le sculpteur peut ressentir la forme et qui sont beaucoup plus émotionnelles que les sculptures. Ce sont les œuvres impressionnantes, c'est une vraie découverte. Je voudrais juste faire une remarque parmi les signatures. Plusieurs fois, j'ai vu une remarque, c'est ces œuvres ont été ouvertes par une communauté de l'amitié entre l'Italie et l'Union soviétique. Donc, ce n'était pas par hasard cette communauté de l'amitié. Oui, en effet, parce que très souvent, il est très difficile de faire un don à un musée par un
peintre à cause de trop de paperasse, même aujourd'hui et à l'époque. Et à travers d'une société, d'une communauté, c'était beaucoup plus facile de faire ce don. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage que nous devons en fait arrêter parce que notre interprète est aussi un peu en fait в Санкт-Петербурге, и мы надеемся на продолжение une очень personne долгосрочного vivante. продолжения, ваших Donc, nous espérons de continuer et non formés du на наш XXe siècle. сайт. Et donc, Сейчас, поскольку он скорее шутливый, чем nous avons justement Спасибо un за его commentaire. нашего участника. Вот. И если Merci хотите, присылайте beaucoup. нам вопросы и комментарии на Et si vous voulez, vous наш pouvez nous envoyer vos адрес. questions, vos commentaires sur notre adresse de la Maison Russe, contact Брюсселя. euh, Большое спасибо вам, Мария Чекмарева. Спасибо en fait, merci beaucoup à vous, Marina Tchekmariova. Merci beaucoup à l'Ermitage russe. Prenez soin de vous et je serai contente de vous voir sur notre plateforme de la Maison Russe. Merci beaucoup et recording stop.